espèce. On va arriver à une espèce qui est aujourd'hui très controversée, mais c'est intéressant d'avoir un point de vue de plus longue durée, avec un regard de géographe, avec Zoé Ginter sur le robinia pseudo-acacia en forêt, chronique d'une naturalisation contestée. Ok, alors bonjour à toutes et tous, ça va le son donc du coup je vais vous parler aujourd'hui d'une partie de mes recherches en doctorat. J'ai récemment soutenu une thèse de géographie sur le robinet, aussi incongru que ça puisse paraître. Alors juste avant de vous parler un petit peu plus de cet arbre, je voulais remercier les organisateurs et organisatrices de m'avoir offert l'opportunité de participer à cette journée. On peut faire les slides. Alors, c'est peut-être pas nécessaire, mais je commencerai par présenter un peu rapidement cet arbre que je trouve un peu à la croisée des chemins. Alors, je m'explique, le robinet, c'est une espèce ligneuse qui a été introduite de l'Amérique du Nord, des Appalaches en particulier, au début du XVIIe siècle, comme objet d'ornement. Le plus vieil arbre de Paris, que vous pouvez voir ici, au square Viviani, est un robinier. Et aujourd'hui encore, l'espèce trouve une place dans les espaces ouverts, publics et privés. Dans le même temps, l'arbre trouve, notamment à partir du XVIIIe siècle, une place confortable dans les économies rurales et tout particulièrement viticoles. Ici, on est dans le Médoc, où on voit pas très bien, mais des boisements de robiniers qui côtoient des parcelles de vignes. Et le bois qu'on distingue, les piquets par ailleurs au pied des vignes, sont également en bois de robinier. C'est aujourd'hui le principal débouché. Le robinier a également été imaginé comme essence forestière à part entière. Alors ça a été le cas au XIXe siècle avec les grands programmes de reboisement. Ici, on est dans une forêt de production qui est âgée d'un peu moins de 20 ans et qui donne déjà l'impression d'une forêt dense. Donc aujourd'hui, l'espèce, elle est aussi remise au goût du jour. Alors à la fois comme essence forestière légitime, mais aussi comme option d'adaptation face à ce qui a pu être qualifié de changements globaux. L'espèce, elle est aussi vagabonde, pionnière, colonisatrice. Elle tend à s'immiscer où on l'attend pas toujours. Ici, on est à nouveau dans le Médoc, non loin d'une zone pavillonnaire qui a été récemment construite, où le robinier a colonisé un terrain abandonné. Alors, les gestionnaires d'espaces naturels, par exemple, lui reprochent d'être nuisible, à la fois aux écosystèmes qu'il altère par sa capacité qui est commune à la famille des fabacées de fixer l'azote atmosphérique, mais d'être nuisible aussi aux espèces indigènes par la concurrence déloyale qui leur impose. Alors cependant, ce qualificatif d'exotique envahissante, voire même d'invasif, qu'on lui attribue parfois, est relativement récent, et tout autant que la volonté de gestion, voire d'éradication qui l'accompagne. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des acacias, dans son usage aussi vernaculaire, des robiniers. C'est à peu près 1% des forêts en France, soit à peu près autant que le pin laricio. Mais le promeneur constate rapidement que l'acacia est présent, le robinier, au-delà de la catégorie forêt. Et d'ailleurs, quand on le reconnaît, on a un peu tendance à le voir partout. Donc, c'est-à-dire que bien sûr, on voit l'arbre au sein de boisements forestiers cathédrales, mais aussi au cœur des villes, le long des voies ferrées, entre les parcelles agricoles, etc. Alors cette liste, elle n'est pas exhaustive, mais elle permet de montrer déjà qu'il y a des motifs spatiaux assez divers de l'espèce. Et donc le robinier est forestier, mais pas uniquement. Donc cette espèce, elle apparaît à la croisée des chemins à bien des égards. Elle est à la fois paysanne et forestière, sauvage et cultivée, domestiquée et vagabonde. Et cet entre-deux, il est particulièrement saillant à la lumière de son statut exotique. Et donc pour cette présentation sur la naturalisation un peu contestée du robinier, j'ai choisi de donner à voir l'évolution des différents statuts qui ont été attribués à l'espèce depuis son introduction au début du XVIIe siècle en France. Alors je ne pourrais pas bien sûr faire toute une histoire, hein. L'objectif c'est plutôt de montrer des moments qui illustrent la façon dont ces statuts évoluent dans le temps et dans l'espace. Alors j'ai choisi de passer en revue différents imaginaires que vous voyez un peu ici. Alors j'entends par là l'ensemble des représentations, des images, mais aussi des symboles qui ont été associés à l'arbre, aux espaces qu'il occupe, mais aussi aux pratiques qui y sont liées. Alors l'histoire des forêts, comme celle d'un arbre, elle convoque pas nécessairement une lecture linéaire ou une évoque. J'insiste sur le fait que ces imaginaires, ils sont construits d'une part qu'ils évoluent dans le temps et dans l'espace, mais aussi qu'ils se parlent, qu'ils se contredisent, se nourrissent parfois mutuellement. Ce qui est aussi intéressant avec le robinier, j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu, même si ce n'est pas le cœur du propos, c'est la façon dont l'arbre a offert une certaine résistance à tous ces imaginaires et aux volontés de l'enfermer dans des cases.
Alors l'analyse, elle se fonde sur l'examen d'archives de nature variée, des imprimés, des correspondances, des cartographies, des gravures, des comptes rendus de réunions, etc. Donc à partir du début du XVIIe siècle, moment d'introduction de l'espèce, avec un intérêt dans le cadre de ma thèse particulier pour le bordelais. Alors, comme c'était souligné, hein, ce matériau pose vraiment question. Il a le défaut d'être partiel. Il y a une part de sources secondaires qui est peut-être pas négligeable, mais qui arrive quand même à fournir des éléments intéressants sur la question des représentations et des perceptions. Malheureusement, il n'existe pas de carton robinier aux archives. Et ce qui est aussi intéressant avec cet objet, c'est que finalement, il traverse un peu ces différentes catégories. On le trouve à la fois au sein des archives forestières que des archives économiques, rurales, etc. Pour la période contemporaine, qui sera une petite ouverture, c'est une enquête qualitative qui a été réalisée, menée auprès d'acteurs en prise avec l'arbre, donc à la fois des scientifiques, des forestiers, des gestionnaires d'espaces dits naturels. Et en complément, des données cartographiques, géographiques ont été mobilisées. Alors je commencerai par ce statut d'exotique prisé. Alors le nom actuel de l'arbre, il est inchangé depuis son attribution par la nomenclature de Linné. Ce dernier avait choisi de rendre hommage à Jean Robin, qui était alors apothicaire de la cour et arboriste du roi. Mais quand on essaye d'entamer une petite recherche sur les débuts de l'introduction du robinier en France, on se voit vite confronté à des données contradictoires, à la fois sur la date, mais aussi sur les responsables en question. Alors je ne m'étendrai pas ici sur les incertitudes qui sont liées au premier temps à la chronologie initiale, voilà, et notamment de l'introduction qui date, semblerait-il, des années 1620. On peut noter en revanche que les Robins, qu'il s'agisse de Jean le père ou Vespasien le fils, ont largement contribué à la propagation des espèces nord-américaines et que Paris a été un des centres de distribution les plus importants. Alors séduits par l'élégance de l'arbre, le raffinement qu'il incarne, les jardiniers ont délibérément enrichi les paysages parisiens de robiniers. Le feuillage est apprécié, tout comme les fleurs blanches, agréablement odorantes, etc. Le XVIIe siècle est aussi marqué par une passion pour l'horticulture et les plantes exotiques et rares deviennent aussi des marqueurs de distinction sociale. Les écrits de Pierre Morin, qui a été un des premiers évangélistes de l'arbre, illustrent d'ailleurs la rapidité avec laquelle ce qu'il a nommé l'acacia de l'Amérique est devenu une mode et s'est répandu dans les cercles de propriétaires et de concepteurs de jardins. Dans un manuel d'horticulture qui sera réédité pendant 5 décennies, l'acacia est omniprésent dans une liste de diverses destinations, à la fois pour faire des bosquets, des allées couvertes, des avenues, des palissades, etc. Alors cette proposition, elle montre déjà la prévalence de l'arbre, qui est considéré comme reconnu, mais aussi l'hypothèse d'une grande polyvalence dans ses usages. Alors si on se penche sur le cas du Bordelais, on observe un véritable essor de l'arbre à partir du XVIIIe siècle, tout d'abord, également par sa présence ornementale. Alors, XVIIIe siècle, c'est une phase d'apogée de la ville de Bordeaux, pendant laquelle l'accroissement démographique va se conjuguer à une forte prospérité économique. Et donc, l'analyse d'un corpus de presse de l'époque montre que l'arbre apparaît distinctement comme un attribut de mise en valeur des biens en vente, par exemple, et particulièrement des bourdieux, qui étaient ses propriétés suburbaines. Donc, on a une véritable vogue qui est telle, c'est l'extrait que je vous ai mis, que des vols sont orchestrés, on vole des acacias la nuit. Alors l'institution de pépinières royales comme celle de Bordeaux en 1723-24 contribue d'ailleurs à ce renouveau du goût des jardins au sein desquels le robinier exotique est vraiment valorisé. Un temps, le robinier incarne donc une exotique qui est prisée. Il symbolise l'élégance, le raffinement, mais non sans déconvenue. On va reprocher progressivement à l'arbre des défauts esthétiques, un houppier troué, des branches irrégulièrement espacées, un ombrage irrégulier, etc. Sans doute, c'est une hypothèse aussi, que le robinier ne permettait pas de répondre aux normes du jardin à la française, régulier et géométrique, qui était alors en vogue à l'époque. Un peu plus tard, Georges Lefebvre, qui était responsable des promenades de la ville de Paris, dira de l'espèce qu'elle est irrégulière, indocile et réfractaire à la taille. Alors, je vous parlais de ces jardins du Bordelais. Ils ont aussi été des terrains, des laboratoires d'expérimentation, à la fois sur les méthodes de culture, mais aussi sur les différents usages du bois. On réalise que le robinier est propre pour la réalisation de planches, de mobilier, de cercles de barriques, parmi beaucoup d'autres. La découverte de ces qualités utiles, elle marque un tournant à une époque où les usages proto-industriels du bois se développent. À partir du milieu du XVIIIe siècle, il y a un net regain d'intérêt qui est manifeste et qui a été encouragé par un ensemble d'agronomes, d'agriculteurs et de forestiers.
Alors à ce moment-là, leurs efforts pour faire connaître l'arbre portent non plus sur des composantes esthétiques ou ornementales, mais vraiment sur son utilité sur un ensemble de domaines. Donc on a de nombreuses expériences qui sont réalisées sur l'ensemble du territoire métropolitain, qui sont aussi largement relatées en vue d'encourager des reproductions. Mais surtout, c'est au lendemain de la Révolution française que les conséquences attendues ou espérées du comportement écologique de l'espèce, mais aussi un ensemble d'éloges métaphoriques, de renouvellement, de fertilité, qui ont profondément encouragé les efforts de boisement qui seront à venir. En ce qui concerne les arbres de la liberté, par exemple, plusieurs membres du sous-comité agricole de la Convention militent pour élargir le choix des essences à des espèces nord-américaines, dont le robinier, qui par son caractère exotique en fait un arbre de la fraternité en signe de paix. Donc à la fois robuste, à la croissance rapide, le robinier était tout un symbole. Comme pour l'extrait que je vous ai mis ici, qui date de 1799, lorsqu'on a le président de l'administration du Prytanée français qui espère voir grandir chez les élèves un sentiment nationaliste au gré de la croissance de cet acacia planté. Le calendrier républicain également lui consacre une journée. Donc au-delà de l'anecdote, ces différents éléments, ils marquent aussi le début d'une phase d'engouement qui a été nourrie par un ensemble d'ambitions symboliques, économiques et politiques. Donc l'arbre a ses panégéristes, des forestiers, des agronomes, des hommes d'État, à l'image de François de Neufchâteau, qui a vraiment été un fervent admirateur. Alors l'influence de Neufchâteau, elle a été considérable par ses ouvrages, un en particulier qui a constitué une véritable parcelle, mais son influence a aussi été importante par sa participation active au sein des sociétés d'agriculture. Alors le robinier se voit accorder par ailleurs une place de choix dans les écoles d'arbres, mais aussi dans les pépinières dédiées à l'acclimatation d'espèces exotiques. Dans les pépinières girondines, par exemple, l'acacia occupe les têtes de liste. En 1816, un pied d'acacia vaut le double de celui d'un chêne ou d'un peuplier. En 1820, c'est l'espèce forestière la plus vendue. Donc finalement, ces représentations métaphoriques et élogieuses du robinier ont nourri à la fois les efforts de plantation, mais aussi l'attachement affectif à l'arbre tout au long du XXIe siècle. J'y reviendrai. Cet extrait que je vous ai mis, il est assez emblématique de cette phase d'exhortation, où on remercie la divine providence de nous avoir fourni un végétal d'une telle fécondité. Alors il n'est donc pas surprenant que l'arbre va trouver sa place dans des politiques forestières et agricoles interventionnistes. Cet extrait est intéressant, c'est un peu l'esprit du siècle. Sans doute il fallait la crise de la Révolution, la destruction des forêts pour enfin s'intéresser à l'acacia. Alors l'une des phases majeures de son expansion coïncide avec une mode des espèces exotiques, notamment marquée par l'hégémonie des essences nord-américaines dans les programmes de reboisement. Les plantations étaient encouragées de toutes parts et de nombreuses sociétés régionales décernent des prix aux propriétaires de robiniers. Pour l'administration forestière, le robinier intègre la catégorie des essences précieuses à l'industrie. Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent être convoquées, le contexte politique et économique, les ambitions du corps forestier, les enjeux de mise en valeur des terres, etc. Pour de nombreux commentateurs, à tous ces enjeux, le robinier devait apporter une solution, si ce n'est parfois la solution. Donc, l'espèce est l'objet d'une ferveur vraiment sans précédent qui s'est matérialisée dans une volonté de maîtriser l'arbre, mais aussi de moderniser sa culture. Non sans difficulté, la présence d'épines, par exemple, sa résistance à la fuite irrégulière ou à la standardisation des pratiques sylvicoles sont autant d'obstacles qui fait que l'administration forestière va progressivement prendre ses distances. Dans l'ensemble, ceci dit, les promoteurs du robinier n'ont pas hésité à exhorter ses avantages, ses performances, afin de chercher à lui décerner le titre d'autochtone. L'objectif, il est plutôt assez bien atteint, et le robinier devient vraiment l'étalon, devient vraiment l'exemple d'une naturalisation réussie. Et on souhaite, pour d'autres nouvelles espèces introduites, qu'elles suivent la trajectoire du robinier. Alors le statut d'espèce naturalisée qui lui est attribué à cette époque, il fait davantage appel à sa présence répandue sur le territoire, mais aussi à un ensemble d'attachements, j'y viendrai, plus qu'à la définition contemporaine des écologues. Donc l'appropriation de l'arbre sur le temps long, elle est telle qu'on y voit presque une espèce indigène. Et ce qu'on remarque de façon intéressante, c'est que de nombreux écrits, à partir de la fin du XIXe siècle, insistent presque systématiquement sur son caractère exotique, sur son caractère alloctone, comme si ça avait été oublié. Alors en parallèle de cette valorisation forestière,
Cette naturalisation de l'arbre, elle s'est construite dans le cadre d'une mise en valeur de l'économie locale, mais aussi par son appropriation dans les usages. Alors l'arbre, c'était l'arbre des élites des jardins, mais toujours apprécié. Les fleurs blanches permettent une distinction vestimentaire, elles ornent les chapeaux des dames, elles sont aussi symboles d'élégance en parfumerie. Le bois est destiné à la marqueterie, la menuiserie ou encore la carrosserie de luxe. L'autre illustration qui est ici, c'est la fameuse allée des acacias au lieu mondain du bois de Boulogne. Ces appropriations, elles sont aussi plus populaires. On peut faire la slide suivante. Avec les fleurs, on réalise des recettes de cuisine, des liqueurs, mais aussi des remèdes et des pommades. Donc l'extrait que je vous ai mis, qui accompagne une recette de cuisine, montre que l'arbre est un peu à portée de main. Il n'y a qu'à tendre la main, que ce soit en ville comme en campagne, pour y accéder. Alors de l'alimentation des animaux au chauffage, en passant par la manufacture d'objets du quotidien, que ce soit des jouets, des couverts, du mobilier, le robinier devient dans les campagnes un peu l'arbre à tout faire. En tant que tel, il va jouer un rôle particulier, un rôle important dans l'économie rurale et domestique, tout particulièrement dans le Bordelais, qui est mon terrain d'étude. Mais c'est l'agriculture et surtout la viticulture qui ont été cruciales dans la trajectoire de l'arbre et dans son institutionnalisation, entre guillemets, en tant qu'espèce paysanne dans de nombreux territoires. Alors ce qu'on peut voir... juste un petit peu avant. Ouais. Alors, à la recherche un peu de ces sources, ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau du cadastre napoléonien, donc qui date du milieu du 19e. Ici, on est dans le sud du département de la Gironde et on voit que le robinier est déjà omniprésent. Donc, on a repris la couleur, le code couleur de la baie des Forêts et dans des configurations variées, à la fois près des bourgs, à la fois entre des parcelles de vignes, mais au cœur des boisements forestiers, etc. Alors, c'est bon. Donc, le robinier, il a été peint, chanté, travaillé, célébré. C'est quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, je vous ai mis une peinture de Van Gogh, une partition de musique, un petit fabricant de piquets dans le sud du département de la Gironde, un bal donné sous l'ombre des acacias. Pardon. Donc ces exemples, ils témoignent aussi finalement d'un végétal social qui est marqueur de l'appropriation d'un territoire. Pardon ? Je vais aller vite. Donc je vous disais longtemps sa polyvalence, mais aussi sa flexibilité écologique et sa croissance ont soutenu les efforts de plantation afin d'augmenter notamment la valeur des terres. À ce moment-là, l'espèce elle est présentée comme vigoureuse, résistante, fertile, et c'est un avantage. Mais il y a aussi un revers à cette médaille. Dans ce cadre, le portrait qui est dessiné du robinier, c'est celui d'une espèce qui est un peu mauvaise voisine pour les autres cultures. Donc ça va être surtout ces usagers, des propriétaires fonciers, agriculteurs, viticulteurs, qui les premiers vont reprocher à l'espèce son caractère envahissant. Alors ces critiques, elles ont longtemps porté sur les nuisances vis-à-vis d'autres cultures qui étaient jugées plus lucratives. Donc on dit alors du robinier qu'il est vagabond, gourmand, envahisseur, qu'il affame les champs voisins. Donc dès le XIXe siècle, on a quelques reproches qui s'élèvent quant à cette capacité colonisatrice. Ces reproches ne sont pas non plus attachés à son caractère exotique. Ces voix elles restent aussi marginales face au discours dominant qui voit dans le robinier une essence d'avenir dans le cadre des programmes de reboisement. Alors épisodiquement, le robinier est présenté comme un usurpateur d'espèces indigènes. L'exemple que je vous ai mis en l'occurrence, c'est le châtaignier. S'il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais peut-être passer un peu là-dessus. On va faire un petit bond temporel. Alors pour une perspective bien plus contemporaine, c'est intéressant aussi de voir dans quelle mesure la question des espèces exotiques envahissantes, qui prend de plus en plus de place dans le débat public, contribue ou non, une requalification du statut de l'espèce. Donc là, on va avoir un glissement de l'exotique à l'envahissant. Donc ça va être surtout à partir des années 2000 et 2010, à la faveur d'une mobilisation, notamment d'acteurs naturalistes, que le robinier intègre la catégorie d'espèces exotiques envahissantes, indésirables par moment, peu après d'ailleurs la publicisation du terme. En 2007, la conférence ministérielle pan-européenne sur la protection des forêts lui décerne même le titre d'espèce ligneuse envahissante la plus problématique en Europe. Alors la présence de robinier a pu être de plus en plus présentée comme un danger pour les autres espèces, notamment menacées qu'elle vient concurrencer. Le vocabulaire qui est employé est parfois chargé, on parle de mutilation, de détérioration, nuisible, etc.
Le robinet a par ailleurs failli intégrer la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes de l'Union européenne, pour laquelle les pays devaient ensuite mettre des actions concertées de gestion, de prévention. Le monsieur que vous voyez ici, c'est un député hongrois qui a fait campagne au nom de l'arbre, en arguant justement que sa naturalisation, elle devait être établie à la fois par sa longue implantation en Europe, particulièrement en Hongrie où il a une place importante, mais aussi par le poids des filières qui lui sont dédiées. Donc pour les promoteurs de l'espèce, et notamment ce député, le robinet, c'était pas tant une espèce originaire des Appalaches, comportement invasif, qu'une variété locale à reconnaître comme telle. Le robinet sera finalement retiré de cette liste. Donc on voit qu'il y a des enjeux de qualification qui sont pas évidents. Je vais faire vite. Alors dans le cadre de mes recherches, j'ai aussi pu m'intéresser aux pratiques de gestion concrètement sur certains sites. Alors les sciences sociales ont bien renseigné la façon dont la catégorie invasive est construite et puis suscite aussi des controverses. Elle reste néanmoins une catégorie qui est opérationnelle et pratique au quotidien pour les gestionnaires. Il y a un ensemble de listes, les listes exotiques des espèces envahissantes en Aquitaine, mais aussi des programmes de recensement, de recommandations. Alors moi j'ai eu l'occasion d'étudier 3 sites, Natura 2000, de voir les actions qui sont mises en œuvre. Et donc on constate effectivement un caractère performatif, par exemple, de ces listes de gestion. Pourtant, ce qui est intéressant avec le cas du robinet, c'est que l'analyse des discours qui est tenue par ces gestionnaires met aussi en évidence une pluralité des rapports à l'arbre. La reprise des catégories institutionnelles, elle s'accompagne aussi de questionnements, de doutes quant au traitement opposé au robinet, du fait notamment de cette longue histoire d'introduction. Ce petit extrait qui on est pour décider quelle espèce a le droit d'être là ou pas en est assez emblématique. Donc on a des situations qui sont contrastées à la fois dans les qualificatifs qui sont associés au robinet, mais aussi des mises en œuvre différenciées qui dépendent à la fois des positions sociales, des imaginaires qui sont associés à l'arbre, ou encore de la présence réelle ou perçue de celui-ci. Donc loin du schéma binaire sur lequel on pourrait être tenté de réduire promotion, éradication, les acteurs rencontrés, ils tendent au contraire à remettre en question ces conceptions un peu essentialisantes de l'espèce, ou à minima de les questionner. Et pour un grand nombre d'entre elles, le robinet est une exotique pas tout à fait comme les autres. Et je m'arrêterai là. J'ai une dernière slide avec un poème qui montre justement toute l'ambivalence de ce caractère exubérant. Et je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bonjour, Yann Dumas, INRAE, Nogent-sur-Vernisson. Vous semblez avoir mis en doute la date qu'on a tous en tête pour l'introduction de 1601. Je me suis intéressé comme ceci à plusieurs introductions d'espèces exotiques et effectivement, souvent, on découvre que ce qui est écrit est faux. Et donc, j'aimerais bien savoir un peu plus sur le cas du robinet. Ouais. Alors, peut-être dans le temps imparti, on ne pourra pas refaire toute la généalogie, mais c'est vrai que cette date de 1601, elle revient souvent. Et je crois que d'ailleurs, sur le robinet qui est au Jardin des Plantes, c'est aussi une revendication qui est faite. Alors, ce qui permet, alors pas uniquement moi, mais également d'autres historiens qui sont intéressés à cette question, c'est notamment que à la fois Jean Robin et son fils ont rédigé des ouvrages dans les années, alors je crois que c'est à partir de 1619, dans lequel ils recensent l'intégralité des espèces qu'ils ont introduites. Et le robinet, à ce moment-là, il n'apparaît pas. La première mention qu'on trouve, à ma connaissance, du robinet en France, elle date de 1635. Voilà. Alors après, est-ce que c'est Robin? Ça aussi, il y a une vraie question. Il y a souvent le Tradescant, le botaniste anglais, qui revient. C'est probablement aussi lui. Alors en tout cas, on est un peu plus sûr sur la première partie du voyage, sur son origine virginienne. Et on sait que notamment Tradescant avait investi lui-même dans la compagnie de Virginie pour ramener notamment des plants. Il y a eu une rencontre entre les Robins et Tradescant en 1625, qui semblerait pouvoir être en tout cas une bonne fenêtre pour l'échange des graines, mais ça reste que des hypothèses. Un autre élément qui permet de
c'est Tradescend qui, en 1629, va rédiger un ouvrage, enfin une liste en tout cas des espèces nouvellement introduites dans laquelle le robinier n'apparaît pas, ce qui suggère qu'il est déjà en tout cas dans les jardins britanniques. Merci pour cette présentation. Vous avez évoqué donc au 19e un encouragement de la plantation en contexte forestier. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'éléments sur le type de contexte ou de situation où l'espèce était proposée pour des plantations forestières? Alors, il y en a eu plusieurs. Alors, on voit notamment, beaucoup dans de la forêt privée. Le robinier a pu être un temps proposé dans le cadre de la RTM, par exemple. Alors, avec bien évidemment des échecs, en tout cas en ce qui concerne l'altitude. Et c'est ce que vous disiez aussi, il y a eu énormément d'échecs au niveau des implantations de robiniers. Il y en a eu énormément. Ce qui fait aussi que progressivement, alors ça veut dire qu'elle n'est pas abandonnée par l'administration forestière pour autant, mais va plutôt lui accorder un statut un peu accessoire, et avec notamment des plantations massives sur le maintien des talus, sur la consolidation des berges, des choses comme ça. Et dans le cadre même de la RTM, finalement, alors je sais que ça a été le cas dans les Pyrénées, le robinier sera planté un peu en Piémont. Une dernière question ? Merci. Une anecdote tout d'abord, dans le très beau livre d'Alain Corbin sur les émotions suscitées par l'arbre de l'Antiquité à nos jours, il repère l'émotion suscitée chez Stendhal dans son livre de l'amour par un buisson d'acacia. C'est un très beau passage de l'amour de Stendhal où le buisson d'acacia a déchiré la robe de l'amoureuse à l'occasion d'un rendez-vous amoureux. C'est un très beau passage. Voilà pour l'anecdote. Ensuite, il y a eu des termes très sévères utilisés récemment contre l'envahissement de l'acacia. Je suis personnellement confronté, comme beaucoup de forestiers, à un envahissement de l'acacia que j'ai, d'une certaine façon contenu, mais un autre envahissement auquel je n'ai pas pu faire grand-chose, c'est celui du chêne d'Amérique, le chêne rouge d'Amérique. Alors, je voudrais poser une question, puisque nous sommes dans les feuillus, après les résineux. La question serait, nous avons été confrontés à l'introduction du chêne d'Amérique vers 1890 dans notre forêt. 3 hectares plantés en 1890, aujourd'hui, sont devenus 40 hectares. Et l'envahissement est presque inarrêtable. La question est... Il me semble que le sol, la dégradation du sol de certaines parties de la forêt, notamment suite au dépérissement du châtaignier et du chêne pédonculé, que cette dégradation des sols, conjuguée avec le réchauffement climatique, était propice à l'espèce envahissante. Donc, est-ce que les nombreux spécialistes de l'envahissement ici peuvent me dire dans quelle mesure la faiblesse du sol, favorise la propagation des espèces envahissantes? Alors, il y avait une pause prévue sur laquelle on avait un peu fait. Est-ce que quelqu'un veut bien faire un petit point rapide sur cette question, mais c'est pas... je vous remercie pour la référence littéraire, en tout cas. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans un débat. Juste reposer la question dans l'autre sens. Est-ce que c'est la faiblesse du sol ou c'est la faiblesse des autres espèces qui sont devenues dépérissantes? On va s'en arrêter là si on veut tenir le temps. Voilà. Moi, je vais quand même faire un commentaire. Je dirais que les sols sont le parent pauvre des études dans ce domaine-là et qu'il y a vraiment beaucoup à faire en termes de recherche parce que c'est une composante totalement essentielle, aussi bien pour les envahissements, pour les acclimatations et pour la résilience. Et c'est quelque chose qu'on sous-estime totalement.